Carole Dufouille, qui est directrice de recherche INSERM, et qui est également directeur adjoint de l'ISPED en charge des relations internationales et des dom-tom. Elle va nous parler de la qualité en conception en santé publique. C'est une notion que je ne connaissais pas trop, et j'ai vu que c'est l'industrie pharmaceutique qui s'est emparée de cette problématique, et donc tu vas nous dire ce qu'il en est pour la santé publique. C'est très impressionnant de parler après M. Corvol et Geneviève, et peut-être trop, donc j'aurais dû probablement rétracter mon talk. Mais bon, je vais redire certaines choses qui ont été dites en préambule. Donc il y a eu effectivement ce que disait Geneviève, ces travaux dans le Lancet, qui un peu a fait son mea culpa, parce que quand même ils ont été assez acteurs eux-mêmes dans des publications d'articles de mauvaise qualité et qui ont été assez dévastateurs. Donc c'est bien de donner des leçons après, mais c'est bien de prévenir aussi. Donc il y a eu un travail dans le Lancet qui dit... J'espère que mon talk ne va pas être trop déprimant, hein, parce que c'est le dernier, mais ça ne va pas être très très positif malgré tout. Donc il dit que 85% de la recherche est du gâchis. Et ça se passe parce qu'il y a différents niveaux par lesquels la recherche est inutile. Le premier, c'est les questions qui sont parfois tout à fait inintéressantes. Parfois, c'est ensuite le design de l'étude. Ensuite, il y a le biais de publication, des résultats qui sont souvent publiés, en particulier s'ils sont positifs. Et ensuite, pour les articles qui sont publiés, eh bien, il y a parfois, souvent, des problèmes dans les méthodes et donc dans la qualité des résultats qui peuvent en être conclus. Alors, pour essayer d'améliorer ça, hein, le constat, il existe depuis des années. Il y a eu un certain nombre de guidelines qui ont été proposées en fonction du type d'études. Pour nous, on connaît bien Straub pour les études d'observation, Consort pour les essais thérapeutiques. Et ces différents guidelines, ils ont eu la vertu quand même d'améliorer la transparence et la reproductibilité des résultats. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils sont extrêmement vagues. Et donc, il y a pour certains problèmes de santé des problèmes en particulier méthodologiques très spécifiques que les différents guidelines c'est Equator hein, qui répertorie tous les guidelines sur le reporting dans les études. Et donc, c'est peu spécifique des champs de recherche. Alors, j'aurais pu parler à la session en démence, mais je pense que ça aurait été un peu déprimant là encore. Pour illustrer tout ça, je vais parler un peu de recherche donc, sur la démence. Alors, depuis quelques années, en France, comme partout dans les pays industrialisés, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup de financements. Et je ne remets pas du tout en question les travaux qui ont été présentés tout à l'heure, mais la réalité quand même, c'est qu'objectivement, actuellement, on n'a aucune idée de stratégie de prévention ou de thérapeutique pour la démence ou les maladies cognitives. Alors il y a différentes raisons pour ça, et la démence, c'est vraiment un domaine de recherche très, très difficile. On a une faible corrélation entre ce qu'on voit sur le plan clinique et ce qu'on voit sur le plan neuropathologique. On a la démence et puis on a des pathologies qui mènent à un syndrome qui sont différentes. On a une maladie qui se développe pendant des années, comme l'a illustré tout à l'heure Cécilia.
Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que les causes de la maladie sont probablement multivectorielles. Mais la façon dont on peut progresser sur la prévention et le traitement de la démence dépend de la façon, bien sûr, dont la recherche est conduite. Et ce qui est sûrement très important, c'est d'avoir des méthodes d'analyse qui soient extrêmement rigoureuses. Alors, et c'est là que les problèmes se cumulent. Donc, comme j'ai déjà dit, quand on parle de démence, on n'a pas, c'est un syndrome, et on n'a pas vraiment de gold standard pour être certain qu'une personne a une démence. Donc déjà, c'est une première difficulté. Donc une autre façon d'étudier la démence, c'est d'étudier le déclin cognitif. Et là, on est sur des tests neuropsychologiques qui ont des propriétés métriques très complexes. Donc on a l'effet plafond, l'effet seuil, l'effet d'apprentissage et la non-linéarité dont a parlé Cécile tout à l'heure, et qu'elle a aussi illustré vraiment de façon vraiment, je trouve que c'est un travail très important qu'elle a fait il y a quelques années, où elle montre que sur une échelle qu'on utilise de façon très fréquente, qui est le MSE, en fait, si on ignore le fait que c'est non linéaire, on va conclure de façon erronée à des associations. Donc là, en particulier, elle avait montré que si donc la linéarité est probablement fausse, et donc vous voyez que si on analyse, oh non, c'est pas ça quand même. Si on analyse de façon appropriée, eh bien, on ne conclut pas aux mêmes associations. On a bien sûr aussi, mais comme dans toutes les études, des biais liés à la sélection et aux échantillons qui sont très sélectionnés et pour lesquels on n'a pas d'informations pour permettre de comprendre les raisons pour cette sélection. Et alors, on a peu de certitudes sur la démence. On sait que c'est lié à l'âge, que c'est lié à la POE4, enfin à un gène qui s'appelle la polypoprotéine. Et pour le reste, donc il y a quelques années, on était à peu près sûr que l'obésité midlife, ce qui ne m'arrangeait pas spécialement, hein, mais était liée à un risque augmenté de démence. Mais en fait, il y a 3 ans, il y a un papier révolutionnaire qui a montré exactement le contraire. Donc, mais qui portait sur 2 millions de personnes, publié dans Lancet Diabetes Endocrinology. C'est pour ça que je pense que Horton, il n'a pas tout appris de ses erreurs. Et en fait, ce papier, il est faux. Il est faux parce que, comme disait Cécilia tout à l'heure, en fait, l'association entre BMI et démence dépend de l'âge auquel on mesure le BMI. Et il est montré assez clairement que quand on étudie le BMI tard, on a une causalité inverse qui s'instaure. Les autres soucis qui sont communs à d'autres études, hein, mais qui sont souvent très mal pris en compte dans la démence, c'est les problèmes de sélection lors des études de cohorte, au cours du suivi. Et on a nous-mêmes cet exemple dans l'étude 3C, où si on regarde l'association entre l'âge et le risque de démence dans les 10 ans de suivi, vous voyez que avec les données observées, on a un risque augmenté de 15% par année. Si on corrige d'une certaine façon pour les données manquantes ou d'autres, ça ne change pas grand-chose. En revanche, on a des différences majeures entre ce qu'on observe si on ne fait rien on ne tient pas compte des données manquantes, et si on tient compte des données manquantes de la façon la meilleure possible. Il y a d'autres problèmes. Beaucoup de ces problèmes d'ailleurs sont traités ici de façon très pionnière et très adéquate, mais le problème c'est que ces méthodes ne sont pas suffisamment adaptées. Donc il y a l'histoire aussi de l'entrée retardée, et là c'est une simulation qui montre, si on ne tient pas compte du problème d'entrée retardée dans les études de cohorte, eh bien, on obtient des hazard ratios qui sont totalement erronés. Ça, c'est une étude de simulation. Il y a d'autres problèmes. Certains ont été évoqués par Cécile précédemment. Il y a celui maintenant des données de haute dimension, mais à vrai dire, je pense que les problèmes sont exactement les mêmes, mais sur le plan, il ne faut pas trop rêver, quoi. Ça fait venir du public le machine learning, l'intelligence artificielle,
Mais au fond, les problèmes méthodologiques restent les mêmes et doivent être traités, sinon on aura des résultats erronés. Alors, la difficulté, c'est que tous ces challenges méthodologiques sont traités de façon extrêmement hétérogène selon les chercheurs, si bien qu'on est en incapacité de combiner les résultats. Et les raisons pour lesquelles les méthodes sont différentes, c'est parfois parce que les disciplines sont différentes, et les disciplines sont différentes. C'est aussi parce qu'on n'a pas de gold standard pour les méthodes à utiliser, et aussi parce qu'on se pose peut-être pas suffisamment la question, à savoir si la méthode que l'on choisit est la plus adaptée pour la question que l'on se pose. Alors c'est dans ce cadre que l'on a mis en place un consortium qui s'appelle Mélodème, auquel participent activement plusieurs personnes ici à Bordeaux. Et l'idée de Mélodème, c'est d'essayer d'aller au-delà des guidelines comme Consort et autres, mais d'essayer vraiment d'avoir une plus grande homogénéité dans la façon dont on choisit les méthodes et qu'on les applique dans les études sur la démence et le vieillissement cognitif. Donc on a commencé par proposer un certain nombre de problèmes méthodologiques qui doivent être, de notre avis, exposés dans tout papier sur la démence. Donc il y a un certain nombre, on a défini une dizaine de critères qui, tout papier sur la démence, devrait répondre à la façon dont il répond à chacun des critères. Et l'idée qu'on a, donc on est à peu près, pour l'instant, un peu plus de 100 chercheurs dans le monde entier, et l'idée c'est qu'on veut accélérer les innovations méthodologiques, mais aussi accélérer l'accès à ces innovations, parce que un des problèmes, c'est quand on développe des méthodes qui sont appropriées, c'est comment est-ce qu'on les diffuse et comment on fait qu'elles soient utilisées de façon massive. Alors contrairement à ce qui a été dit ce matin, on a une approche assez différente dans Mélodème, par exemple, de ce qui est fait dans la génétique. Donc notre idée, c'est pas du tout de faire les mêmes analyses sur différents sets de données et de tout mettre ensemble. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille chacun sur nos données, qu'on compare des méthodes à l'intérieur de nos données et entre les données. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir arriver à un consensus sur les meilleures méthodes et de réfléchir aux raisons de réfléchir aux façons dont ces meilleures méthodes vont pouvoir être adoptées par la communauté. Donc ça, c'est le papier qu'on a fait au début. Pour un exemple, on a travaillé sur comment tenir compte de l'effet d'apprentissage, et on a fait ça. On a comparé différentes méthodes dans différentes cohortes. On est arrivé à proposer des façons de tenir compte de cet effet d'apprentissage pour la communauté. Alors bien sûr, la difficulté, c'est qu'on a beau faire des papiers, comment être sûr que ces méthodes vont être adaptées de façon massive, c'est une autre histoire. Il y a un truc qui est quand même assez fou dans la démence, c'est qu'on a toujours un doute, enfin moi j'en ai pas, mais il y a en tout cas une littérature assez controversée sur la différence de risque homme-femme pour le risque de démence. Donc c'est quand même assez fou, enfin, c'est un facteur de risque le plus simple, enfin relativement simple, et actuellement il y a 10 papiers par an qui vont dire que les femmes sont à plus haut risque, 10 papiers qui vont dire qu'il n'y a pas de différence, et 10 papiers il y a peu de papiers qui disent que les hommes sont à plus haut risque. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il n'y a pas de différence de risque, mais les femmes on a plus de cas chez les femmes uniquement pour des raisons de survie différentielles. Mais malgré tout, on a tous les ans, dans des congrès, les femmes sont plus à risque. Et donc, il nous semble que pour un problème aussi simple que ça, on ne peut pas continuer à publier sur le sujet. Et donc là, on fait une réunion dans 2 semaines, hein, avec, on est une trentaine de chercheurs, avec 10 cohortes différentes, avec des sélections différentes. Et notre idée, c'est vraiment d'appliquer des méthodes différentes sur nos différentes cohortes pour comprendre les raisons des résultats différenciés,
Et l'objectif, c'est vraiment qu'on ne parle plus de ce sujet-là. Donc, en espérant que ce soit pas de différence entre les hommes et les femmes à la fin, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vraiment, on voudrait avoir un papier définitif sur le sujet, et aussi, outre avoir une réponse définitive qui est très importante en termes de déterminants de la maladie, notre souci, c'est aussi de pouvoir ensuite diffuser les méthodes pour que les chercheurs puissent les appliquer d'une façon optimum dans leur propre jeu de données. Alors, ce qui est étonnant dans les évolutions de la recherche en général et des financements en particulier, c'est que tout l'argent va à l'innovation technologique. On a plus de biomarqueurs, on a de l'imagerie, enfin dans le cas de la démence, on a de l'imagerie, on a des biomarqueurs du liquide céphalorachidien, on a plein de choses, mais finalement, on met peu d'investissement dans l'utilisation des méthodes les plus appropriées. Et il est évident que ces investissements énormes, si on ne fait pas une recherche de qualité, ils seront totalement inutiles. Et on court un peu à ça, hélas. Alors, le titre au départ, c'était « Comment est-ce qu'on peut améliorer les preuves des études d'observation en recherche sur la santé ?» Alors, bien sûr que j'ai focalisé sur la démence, mais je pense que ce qui s'applique à la démence est vrai pour d'autres pathologies. Alors, la difficulté vraiment très spécifique à la démence, c'est qu'on ne sait même pas ce que c'est que la démence, donc c'est quand même un mauvais début. Mais il est évident que les recherches, la façon dont les grants, enfin tous les projets de recherche sont évalués, on devrait vraiment, et nous en tant que reviewers, je pense qu'on devrait vraiment porter plus d'attention aux méthodes. En tant qu'enseignant, on le fait, et je crois qu'on en a parlé avec Karen, c'est vrai que c'est vraiment sur les piliers de l'enseignement, c'est vraiment d'avoir des méthodes de recherche de qualité. Et donc je pense qu'une des façons d'améliorer les niveaux de preuve sur la recherche, c'est vraiment d'avoir des collaborations multi-cohortes, plutôt que des cohortes qui soient poolées comme dans d'autres domaines. C'est vraiment d'avoir des cohortes qui travaillent ensemble pour comparer les méthodes de façon conceptuelle et empirique. Il y a un petit espoir que les grandes bases de données vont permettre de gommer tous les problèmes dont je parle. C'est complètement faux, et ces fondamentaux sur les méthodes doivent rester une priorité. Et Geneviève parlait de l'accès aux données. Je pense que si on rend l'accès aux données plus facile, ce sera important de coupler cela à une demande plus importante sur la façon dont les gens analysent les données et les interprètent. Juste pour finir, tous ces travaux sur la qualité des données, c'est difficile d'en parler sans dire un tout petit mot sur Doug Altman, qui est un grand monsieur qui est décédé il y a quelques semaines, et qui est vraiment à œuvrer de façon, pendant toute sa vie pour avoir une recherche de meilleure qualité. Et il est, je pense, un exemple à suivre pour nous. Et juste pour finir, pour revenir au point sur c'est vrai que dans la façon dont on appréhende les méthodes, dont on appréhende la recherche, nos tutelles nous aident parfois plutôt à aller vers la facilité, donc qui est la publication, plutôt que d'avoir des données, des résultats qui soient fiables. Et je pense que c'est une réflexion importante à avoir pour améliorer cela. Merci. Je voudrais vraiment remercier deux personnes qui ont été cruciales pour ces 2 jours. C'est Geneviève et Marine. Alors Geneviève, elle a beaucoup remercié les gens, mais elle a fait un travail énorme, et je peux en témoigner parce qu'elle a fait moins de choses qu'elle aurait dû faire
pour préparer ces 2 jours. Et merci beaucoup Geneviève et merci Marine qui n'est pas là, mais je pense que ça mérite quelques applaudissements.